comment devenir média buyer en freelance et surtout comment on se lance en tant que média buyer. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer de A à Z. Comment tu apprends le métier, comment tu obtiens confiance pour aller chercher tes prospects, comment tu vas trouver tes futurs clients et surtout comment tu passes à l'action. C'est le plus important. Moi, je m'appelle Nicolas Dorfman, je suis fondateur de ShapeRoom. ShapeRoom, c'est un accompagnement pour média buyers. Donc toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer en freelance en tant que média buyer, vous êtes les bienvenus dans ShapeRoom parce que nous avons un bootcamp. Donc c'est une formation un peu intensive pendant 4 mois dans laquelle tu vas apprendre le métier et tu vas apprendre surtout à trouver tes clients pour vivre de ton activité. Donc pour ça, tu as des cours, tu as des quiz, tu as des mises en situation, tu as des exercices, tu as des coachings toutes les semaines, bref, tout est réuni pour que tu apprennes le métier, que tu trouves tes clients et que tu arrives à construire un business stable et rentable. Et ensuite, derrière, on a une communauté, c'est-à-dire que dès que tu as fini la formation, tu rejoins notre collectif. Aujourd'hui, le collectif compte un peu plus de 20 média buyers experts. Et dans cette communauté, tu as des formations plus avancées, tu as des coachings, on organise aussi des co-living, des rencontres, des coworking, bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'épanouir en tant que freelance média buyer et surtout que tu deviennes un bon freelance média buyer. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de ShapeRoom, on va parler de toi et de comment on se lance en freelance en tant que média buyer. Ce que je vais te décortiquer dans cette vidéo, c'est tout ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis média buyer, j'ai appris le métier en agence chez DataShake auprès de 2 anciens de Google. Ensuite, j'ai passé plus de 3 ans en freelance et pendant ces 3 ans, j'ai accompagné plein de types de boîtes comme Nivea, la Fnac, la SACEM, Vestiaire Collectif, Diptyque, mais aussi plein de startups et indépendants. Et donc, je sais exactement comment on fait pour se lancer en tant que freelance média buyer parce que je suis passé par ces étapes-là. Je me suis lancé à côté de mon job, j'ai commencé à gagner 2, 3, puis 4 000 euros par mois. Ensuite, j'ai quitté mon job et après, j'ai commencé à gagner 5, 6, 7 000, voire 10 000 euros par mois. Et ça pendant plus de 3 ans. Donc, je sais comment tu te lances en freelance et comment tu obtiens un business stable. Ready? C'est parti! Alors déjà, première chose à savoir, on va quand même préciser ce que c'est le métier de média buyer pour bien que tu puisses comprendre. Parce que dès que tu comprends ça, derrière en fait, ça va se déclencher très vite, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Donc qu'est-ce que c'est un média buyer? C'est plutôt simple, c'est quelqu'un qui va gérer des publicités en ligne pour une entreprise. Donc toutes les publicités que tu vas voir sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Derrière, il y a quelqu'un qui va gérer ces publicités-là pour l'entreprise en question. Donc par exemple, je m'appelle Apple, je vends des téléphones portables. C'est évidemment pas Tim Cook qui va faire ses propres publicités en ligne, il va engager un média buyer ou plusieurs média buyers pour gérer ses publicités en ligne. Donc à partir du moment où tu vois sponsoriser ou si tu vois typiquement avant cette vidéo YouTube une publicité, c'est le média buyer qui derrière a mis en place des paramètres et des ciblages pour que ça puisse être diffusé au bon public, au bon endroit, au bon moment. Et donc de ce fait, en fait, le média buyer, lui, il va pas réaliser les publicités. Il va pas faire des images, il va pas faire des vidéos. Lui, en fait, son job, c'est de capter la stratégie publicitaire. Donc pour ce faire, il a besoin de comprendre le contexte du client, donc son budget, sa cible, qui il souhaite toucher aussi comme futur client. Et donc le média buyer, il va proposer une stratégie publicitaire en fonction de toutes les informations qu'il a à disposition. Donc si je reprends l'exemple de Apple avec ses téléphones portables, Apple il vise un peu tout le monde, mais ses produits sont assez design, donc peut-être qu'on va pouvoir publier les publicités en ligne sur Google et sur Facebook et Instagram. Pourquoi pas aussi sur YouTube, parce que c'est assez visuel. Et sur Google, pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un va taper iPhone. Donc le média buyer, il faut qu'il comprenne la cible, où est-ce qu'elle est, et également le produit. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, dès qu'il a compris tout ça, il va proposer un budget à investir sur les plateformes de publicité en ligne. Parce que derrière les publicités que tu peux voir sur les réseaux sociaux et sur Google, tu as des plateformes qui sont mises à disposition pour pouvoir mettre les paramètres, mettre les différents ciblages pour diffuser ces publicités. Donc encore une fois, je te reprends l'exemple d'Apple avec ses iPhones. Typiquement, si demain on veut faire de la publicité en ligne sur Meta, donc Meta c'est Facebook et Instagram, on va potentiellement mettre comme paramètre vente, on va chercher des gens qui ont l'habitude d'acheter parce que c'est ce qu'on souhaite, et on va cibler des personnes qui sont intéressées par la technologie. Donc sur Meta, tu vas retrouver par exemple des intérêts, des ciblages par intérêt, technologie, téléphone, ordinateur, etc. Et donc ça, c'est potentiellement des personnes qui nous intéressent. Comment ça se passe concrètement pour pas que tu puisses comprendre? En fait, imaginons toi, tu passes du temps devant une vidéo qui parle de technologie, une vidéo qui parle de téléphone, d'ordinateur, tout ce qui est en rapport avec la technologie, Meta va le capter et va te considérer dans la catégorie intérêt technologie. Et c'est pour ça que les publicités en ligne, ça marche super bien parce qu'en fait, on va récolter de la donnée qui est anonymisée, évidemment. Et donc c'est pour ça que quand on dit à Meta, avec cette publicité-là, tu vas cibler les personnes qui sont intéressées par la technologie, en fait, on essaie de faire en sorte de cibler les bonnes personnes. Donc ça, c'est le boulot du média buyer. Et derrière, dès que les publicités sont lancées, il faut gérer, il faut optimiser, il faut regarder les chiffres, il faut voir si tout se passe bien, est-ce qu'on a des ventes, est-ce qu'on n'a pas de ventes, est-ce qu'on a des gens qui ajoutent au panier, bref. Il faut analyser les chiffres pour ensuite optimiser les publicités en ligne parce que le but final du média buyer, c'est que les publicités en ligne rapportent des ventes à l'entreprise. Et donc le média buyer, lui, occupe un rôle clé pour aider une entreprise à se développer puisque les ventes vont agir sur le chiffre d'affaires. Ok, maintenant on a compris ce que c'était être un média buyer, on a compris grosso modo le rôle. Bon, maintenant ce qui nous intéresse aussi, c'est combien ça gagne un média buyer. C'est important aussi de comprendre les opportunités qu'il y a devant nous et le potentiel de revenus qu'on peut avoir. Déjà, première chose pour un média buyer, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va facturer au forfait. Comme je viens de le dire, le média buyer, son job, c'est de gérer et optimiser les publicités en ligne. Donc les entreprises recherchent des média buyers sur le long terme, quelqu'un qui peut gérer les publicités tous les mois. Et donc le média buyer, il a des contrats de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça apporte de la stabilité financière. C'est-à-dire que imaginons demain, tu as 5 clients. Avec ces 5 clients, tu factures 1 000 euros par mois. Tu fais le calcul, c'est plutôt simple, ça fait 5 000 euros par mois. Et comme ce ne sont pas des missions ponctuelles,
ponctuels, ce sont des forfaits, et bah c'est 5 000 € qui vont tomber tous les mois automatiquement. Et donc tu n'as pas forcément besoin de prospecter tous les mois comme d'autres jobs. Je peux penser au montage vidéo, je peux penser au copywriting ou des choses comme ça. Deuxième élément, si tu vas te renseigner sur Malte, Malte, si tu ne connais pas, c'est la plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises. C'est la plateforme numéro 1 en France pour ça. Selon Malte, pour un niveau débutant, donc entre 0 et 2 ans d'expérience, tu gagnes entre 2 500 € par mois et jusqu'à 6 000 € par mois. Je te rappelle, entre 0 et 2 ans d'expérience. C'est quand même assez ouf. Et ensuite, les revenus affichés sur Malte peuvent monter jusqu'à 14 000 €. Quand je te dis 14 000 €, c'est 14 000 € mensuels, évidemment. 14 000 € par exemple, c'est plus réservé à des média buyers experts. Moi par exemple, je suis déjà monté jusqu'à 15 000 €. Bon, je travaillais beaucoup, mais au moins les revenus étaient là. Et quand je te dis je travaillais beaucoup, je travaillais de 9h à 20h, ce qui faisait beaucoup. Et je pense à toutes celles et ceux qui ont peut-être les mêmes horaires et qui gagnent seulement entre 2 000 et 3 000 €. C'est pour ça que le freelance est intéressant et notamment que le media buying est très intéressant. Alors du coup, on peut se poser aussi la question de pourquoi ça gagne si bien en fait en tant que media buyer. Qu'est-ce qui fait que ce métier est différent des autres? Et d'ailleurs, pourquoi je deviendrais media buyer et pas copywriter ou pas closer, social media manager, community manager, bref, je vais t'expliquer. Et juste après, je t'explique exactement comment on fait pour se lancer de A à Z. Il y a des informations hyper importantes, donc je te conseille de bien suivre. Alors très rapidement, pour que tu puisses comprendre pourquoi ce métier est différent des autres, c'est déjà en 1, le marché de la publicité en ligne est particulier. Tu as 2,5 milliards d'euros qui sont investis chaque année en publicité en ligne, ce qui est colossal. Ça rapporte 9,3 milliards d'euros aux entreprises chaque année. Donc les entreprises l'ont compris, ça marche super bien les publicités. À tel point que depuis 2017, l'investissement en publicité digitale a largement dépassé l'investissement en publicité télé. Et dis-toi que chaque année, le budget publicitaire enregistré en France augmente de 10%. 10% de 2,5 milliards, ça fait 250 millions par an. Pour que tu aies un ordre d'idée, un media buyer, il va gérer un budget publicitaire à l'année entre 12 000 € et 240 000 €. C'est grosso modo la moyenne qu'on a. Dernier chiffre hyper important que tu dois retenir, aujourd'hui sur le marché français, tu as 2,7 millions d'entreprises qui investissent en publicité en ligne. Chaque année, tu as en plus 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché, et en face de ça, quand tu vas sur Malte, tu trouves approximativement 20 000 média buyers. Et en plus de ça, sur les 20 000 média buyers, tu peux facilement diviser par 2 pour trouver des bons média buyers. Donc c'est pour ça que si tu deviens média buyer, tu peux être la poule aux œufs d'or pour les entreprises. Réellement. Parce que tu vas générer du chiffre d'affaires, tu vas ramener des ventes, et en plus de ça, bon bah tu l'as vu, les média buyers sont rares. Bon, très bien, on a compris le marché, on a compris ce que c'était être média buyer et comment ça se passe quand on est média buyer. Maintenant, comment on fait ? Bon, tu dois t'en douter, la première étape c'est apprendre le métier. Tu as 6 manières d'apprendre le métier, et je vais te les classer de la pire jusqu'à la meilleure. La pire, YouTube et Internet. Alors certes, c'est très intéressant, t'as plein de choses sur YouTube, t'as plein de choses sur ChatGPT et sur Internet, c'est magnifique. Cependant, tu as à boire et à manger. C'est-à-dire que tu as tellement d'informations à droite et à gauche, et le métier évolue tellement chaque année qu'en fait tu vas être perdu. En plus de ça, se lancer à son compte c'est pas simple, donc il vaut mieux que tu sois accompagné, que tu aies quelqu'un qui te dise si c'est bon, pas bon ce que tu fais, etc. Deuxième méthode pour apprendre le métier, tu peux rejoindre une agence. C'est déjà mieux que sur YouTube et sur Internet, mais malheureusement si toi tu veux te lancer en tant que freelance media buyer, l'agence, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce que certes, tu vas apprendre le métier, mais tu vas apprendre le métier d'une manière assez progressive, assez lente. Là où si tu te lances en freelance et que tu prends par exemple une formation ou un mentor, tu pourras aller beaucoup plus vite. Deuxième inconvénient, c'est qu'en fait l'agence ne t'apprend pas à aller trouver des clients. Tu n'apprends pas à gérer un business, tu n'apprends pas à gérer un client et à faire une offre. Donc on arrive à la troisième solution, c'est le collectif de freelance. Ça commence à être un peu plus intéressant. Pourquoi ? Parce que tu rejoins une communauté. Donc tu as de l'entraide et potentiellement, en tout cas je te le conseille, dans ce collectif, dans cette communauté, tu as une formation, une plateforme de formation ou du coaching. Donc ça c'est cool parce que c'est un peu plus poussé. Si tu as de la formation et du coaching, et en plus de ça, tu as une communauté pour t'aider. Et on arrive sur le top 3. La troisième meilleure méthode pour apprendre le métier, c'est une formation. Quand je te dis une formation, c'est une formation en ligne avec seulement des vidéos. Moi j'appelle ça une formation Netflix. Donc c'est cool parce que c'est assez détaillé, tu as des vidéos, tu as des fiches recap, tu peux avoir des exercices, des quiz, etc. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu es tout seul derrière ton écran. Donc c'est là où on arrive à la deuxième meilleure solution selon moi, c'est le coaching. Donc là, ça peut être en petit groupe ou en one-to-one, où c'est quelqu'un qui va te suivre de A à Z. Il va t'apprendre le métier, il va te coacher, etc. Normalement, un coach, il a aussi une mini-formation. Donc là, on arrive quasiment sur la meilleure méthode. Mais la méthode numéro 1, la voici. Selon moi, la meilleure méthode, c'est tout en un. C'est-à-dire que tu as une formation, tu as du coaching et tu as une communauté, une sorte de collectif. Parce que non seulement tu retrouves des vidéos de formation, des fiches recap, des exercices, des quiz, en plus de ça, tu es aussi suivi toutes les semaines par du coaching, idéalement en petits groupes et en one-one si possible. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est la force du groupe. Et donc ça, tu vas le trouver dans une communauté ou un collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit Shaperoom de la sorte. C'est-à-dire que tu rentres dans un bootcamp, donc c'est une formation un peu intensive, et ensuite, c'est ça qui fait la force de Shaperoom, c'est que dès que tu as fini la formation et que tu as ton premier client, tu rejoins notre collectif. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'apprendre un métier pendant 3, 4, 5, 6 mois. Mais derrière, tu auras forcément besoin d'aide. Tu auras forcément des questions, etc. Et l'idée, c'est pas que tu sois seul derrière ton écran, en fait. Donc c'est pour ça qu'une communauté, un collectif, c'est aussi très important. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un bon média buyer ? Parce que c'est bien beau d'apprendre le métier, comme je le disais, mais il faut être bon dans ce que tu fais aussi. Parce que si t'es pas bon, tu vas pas pouvoir garder tes clients.
ton business il sera pas stable. La première chose à bien connaître, c'est les concepts fondateurs. Alors qu'est-ce que j'entends par concept fondateur? C'est grosso modo comment ça fonctionne en fait la publicité en ligne. C'est hyper important parce que si tu comprends pas les concepts sous-jacents qui font marcher la publicité en ligne, et bah comment tu vas l'expliquer à ton client, comment tu vas gérer ton client, comment tu vas comprendre les publicités en ligne, comment tu vas les optimiser. Donc il faut comprendre les publicités en ligne de manière générale, pas juste une seule plateforme, pas juste Meta Ads ou juste Google Ads. Il faut comprendre les concepts. Donc il faut savoir comment sont diffusées les publicités, où elles sont diffusées, comment ça fonctionne, quel est l'impact, comment les pubs s'imbriquent dans l'écosystème du marketing digital aussi, c'est très important. Parce que les publicités, c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres. Ça se trouve, ton client, il va faire du SEO, donc c'est du référencement naturel sur le Google, il peut faire de la publicité à la télé par exemple, il va poster sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre tout ça. Parce que la publicité en ligne, c'est pas un truc tout seul, comme ça, de manière très indépendante. Non, ça va interagir avec beaucoup de choses. La deuxième chose à bien comprendre aussi, c'est comment fonctionne l'algorithme. Parce que tu l'imagines bien, derrière tout ça, il y a une IA, il y a une intelligence artificielle. Donc c'est grosso modo savoir comment on cible, comment ça marche les enchères, parce que la publicité en ligne, ça marche sous forme d'enchères. Quelle est l'influence des différents ciblages, comment les données collectées influencent les pubs, comment les différentes plateformes s'influencent aussi entre elles. Bref, il faut comprendre tout ça parce que toutes ces données ont une importance. Alors pourquoi c'est important de connaître ces deux choses-là? Parce que sinon tu vas avoir du mal à accompagner tes clients. C'est-à-dire qu'en fait ton client, tu vas pas forcément comprendre tout ce qui se passe de son côté, tout son écosystème et son contexte. Autre chose très importante aussi, imaginons tu te lances sur Meta et tu apprends une seule méthode, t'apprends pas forcément les concepts fondateurs et tu vas te cibler sur une niche très précise. C'est-à-dire que tu vas aller cibler seulement un type de client, un type d'entreprise. Le problème là-dedans, c'est que demain, imaginons tu trouves pas de clients dans cette niche, ou alors ce type d'entreprise ne te plaît pas, ou alors ça ne fonctionne pas forcément pour je ne sais quelle raison. Bref, si tu veux rebondir derrière, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que tu as appris une plateforme, une méthode avec un type d'entreprise. C'est tout. Donc je sais pas, imaginons demain tu vas accompagner des boutiques en ligne, et malheureusement, tu as appris une méthode sur une plateforme avec un type de client. Ces types de clients, c'est par exemple les infopreneurs, ou c'est par exemple des coachs, des thérapeutes ou je ne sais quoi d'autre. Bref, peu importe. Si tu es beaucoup trop précis, c'est très intéressant pour émerger sur un marché, mais par contre derrière, si tu veux rebondir, c'est compliqué. Et en plus de ça, si tu fais face à un media buyer qui lui est plus diversifié, il gère Meta et Google, il comprend et il explique les concepts fondateurs pour son client parce que c'est très important qu'il le comprenne aussi, et ben en fait, cette personne-là aura plus de cartes en main. Donc c'est pour ça que c'est important dans l'apprentissage de comprendre l'écosystème, comment ça fonctionne, d'apprendre idéalement Meta et Google, et ensuite tu vas te nicher sur un type de profil, sur un type de client. Parce que dans tous les cas, ça te permettra d'avancer, ça te permettra de te nicher, et au pire, si ça marche pas ou si t'aimes pas, tu peux rebondir derrière. Avant de passer au pilier numéro 2, deux dernières choses à savoir hyper importantes. Le média buyer doit savoir reconnaître ce que c'est un bon visuel publicitaire. Donc une bonne vidéo de publicité ou une bonne image statique. Parce qu'en fait, si tu fais de la publicité sur Meta, si tu sais pas faire ça, si tu sais pas reconnaître un bon visuel, une bonne vidéo, ça va être compliqué de faire marcher tes publicités. Et le dernier élément, c'est que le média buyer doit reconnaître ce que c'est un bon site internet ou une bonne page de vente. Si la personne clique sur ta publicité en ligne et qu'ensuite elle se rend sur le site internet, mais que le site est mauvais, on comprend rien, ou il met du temps à charger, et bah malheureusement la personne, elle va pas acheter. Pilier numéro 2, comment on fait pour avoir confiance, pour aller prospecter ses premiers prospects? Alors ça, je pense, c'est la question qui revient tout le temps. C'est grosso modo, voilà, j'ai peur de prospecter, comment on fait? Parce que je veux quand même avoir mes premiers clients, mais j'ai peur. Et donc tu l'imagines bien, avant de passer à la mise en pratique, c'est très important de travailler sur soi. Il faut travailler sur soi avant et pendant. Pourquoi c'est important de travailler sur soi avant et pendant la prospection? Parce qu'en fait, à l'idée de prospecter déjà, il y a des peurs et des doutes qui vont arriver. Je te le dis parce que tous mes élèves rencontrent les mêmes obstacles. Dès que la prospection arrive, ça y est, des peurs, des doutes, des excuses, de la procrastination, plein de choses. Et quand bien même tu arrives à passer cette étape-là, en fait, il va se passer beaucoup de choses pendant ta prospection. Tu vas te prendre des refus, tu vas te prendre des vues, tu vas avoir tes premiers appels clients, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment les moments cruciaux. Et si tu travailles pas sur toi, malheureusement, tes peurs, tes doutes et plein de choses vont venir t'abattre, vont venir prendre le dessus. Parce que c'est bien beau d'avoir les meilleures techniques de prospection, qu'on nous amène des clients facilement, etc. Mais l'objectif, c'est pas qu'on aille pêcher pour toi, c'est que tu deviennes pêcheur. Parce que le jour où tu te retrouves seul, par exemple, ou le jour où tu veux te diversifier, aller chercher des nouveaux clients, je ne sais quoi, bah si t'as pas appris à pêcher, tu fais comment? Si t'as pas travaillé sur toi, tu fais comment? Bah t'es là, t'es comme ça, t'as peur. Donc il faut travailler sur toi. Bon, du coup, c'est bien beau de dire travaille sur toi, mais comment on fait? Première chose, construis une vision. Où est-ce que tu te vois dans 1 an et dans 3 ans? Qui tu es, combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais. Pourquoi c'est important d'avoir une vision? Parce que non seulement tu vas l'écrire, mais tu vas aussi la lire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton cerveau? C'est un biais cognitif que tu retrouves dans le livre Influence et Manipulation, donc je te dis pas n'importe quoi. En fait, ton cerveau, il va naturellement infuser avec ce que tu vas écrire, visualiser et prononcer. Et donc le but, c'est que tu te comportes déjà comme ton toi dans 1 an ou dans 3 ans. Parce que ce qui va se passer à l'intérieur va influencer tes actions, et tes actions vont influencer tes résultats. Donc c'est une manière d'influencer ton mindset, si tu veux, pour travailler sur toi et avoir déjà une posture d'expert, une posture de vrai média buyer en freelance. Ensuite, le deuxième élément que je te recommande
recommande très fortement, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce qu'en fait, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, si tu n'as pas de sens, quand tu vas les prospecter, quand tu seras face à tes peurs, à tes doutes, tu vas tout lâcher, tu vas tout abandonner. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. C'est pas assez puissant. Donc le pourquoi, ça peut être parce que je vais être libre, parce que je veux rendre fier ma famille, parce que je vous ferai des beaux cadeaux à mes frères et sœurs, peu importe. Troisième élément qui peut t'aider et que moi aussi je mets en place, c'est la stratégie des petits pas. C'est quel est le plus petit pas possible que je peux faire chaque jour pour avancer vers mon objectif. Parce qu'en fait, on a tendance à se mettre une montagne de taf, une montagne de to-do, et c'est ça qui nous décourage. Et c'est ça qui déclenche ses peurs, ses doutes et plein de choses. Quatrième chose que tu peux mettre en place, c'est ce qu'on appelle le fear setting. Tu vas te mettre face à tes peurs. Le fear setting, c'est quoi? C'est un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas mettre tes peurs. Tu vas mettre donc tes potentiels échecs. Je ne trouve pas de clients, je n'arrive pas à vivre de mon activité, mes clients me disent non à chaque fois, quand je bosse avec un client, ça ne fonctionne pas. Bref, toutes tes peurs, tous tes échecs. Deuxième colonne, c'est comment tu préviens. C'est comment tu peux éviter, prévenir ces situations-là. Je prends une formation, je prends un mentor, je me renseigne sur YouTube, etc. etc. Troisième colonne, c'est comment tu répares ces situations. Parce qu'imaginons ça arrive, comment tu répares? Et peut-être que je redouble d'efforts, je reprends une formation, je prends un job alimentaire pour me lancer à côté, bref. Plein de solutions existent en fait. Et c'est ça le but de l'exercice, c'est de te rendre compte que face à tes peurs et à tes doutes, en fait, il n'y a pas grand chose, c'est infondé. Parce qu'il existe toujours des solutions. Cinquième élément que tu dois mettre en place, et ça pour le coup c'est très important, c'est ton environnement. Entoure-toi de personnes en qui tu veux ressembler. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. Et entoure-toi de personnes qui croient en toi aussi. Ça c'est le truc le plus important. Si t'es tout seul, malheureusement ça va rendre vraiment la tâche compliquée. Avant-dernier élément que tu peux mettre en place, c'est le concept de faire de la place. Aujourd'hui, tu as une vie qui est remplie, des journées qui sont potentiellement remplies. Si tu veux te lancer en tant que freelance media buyer, il faut faire de la place. Et il faut faire de la place pour avoir du temps, pour avoir de l'énergie et de l'espace mental. Parce que si tu veux tout faire rentrer en même temps, le job, les amis, la famille, le sport, la copine, le media buying, le freelance, je sais pas quoi, ça va pas rentrer. Il faut faire de la place. C'est comme un jardinier, quand il veut faire pousser une belle plante, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever les mauvaises herbes. Donc tu peux peut-être potentiellement enlever certaines choses de ton quotidien, de ta semaine, pour gagner du temps, gagner en énergie et en espace mental pour avancer. Et le dernier élément que je te conseille très fortement, c'est de prendre un coaching, de te faire suivre par quelqu'un. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément un psy, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui est passé par les étapes par lesquelles tu vas passer. Mais ça, c'est vraiment banger, je te le conseille x 1000 parce que tu vas gagner un temps de fou. Ok, troisième et dernier pilier les amis, comment on trouve des clients? C'est ça le plus important finalement. Ne pas oublier que les 3 premiers piliers sont ultra importants évidemment parce que ce sont les bases pour pouvoir avancer. Bon allez, très bien Nico, comment on fait pour trouver des clients? Allez, dis-nous tout. Première chose à savoir, c'est la cible. Clarifie ta cible, ok? Tu as 2 cibles différentes en tant que média buyer. Tu as les annonceurs, donc c'est les marques, c'est les entreprises, et tu vas avoir les agences, donc les agences qui bossent pour des marques et qui vont déléguer potentiellement à des média buyers une partie du travail. Je te conseille de faire du 50-50, c'est-à-dire que imaginons tu as 4 clients, je te conseille d'avoir 2 annonceurs, donc 2 marques, ça peut être 2 e-commerce par exemple, et 2 agences. Ou alors imaginons tu comptes plutôt en jours, tu travailles 4 jours par semaine, l'idéal c'est d'avoir 2 jours par semaine agence, 2 jours par semaine annonceur. Pourquoi? Parce que l'agence va t'apporter de la stabilité, elle va t'apporter aussi un réseau, même si tu vas rogner un petit peu ta marge, ok? Tu gagnes moins avec une agence, mais il y a de la stabilité, et en plus de ça, en fait elle prospecte un peu pour toi finalement. Et l'annonceur, tu l'auras compris, tu gagnes plus. C'est plus difficile de les avoir, potentiellement plus difficile de les garder, mais tu gagnes plus. Concernant les annonceurs, je te conseille d'aller cibler des entreprises qui commencent à 2-3 employés et jusqu'à 50 employés, dans ces eaux-là. T'as beaucoup d'entreprises de ces tailles-là. Et d'ailleurs, attention à certains secteurs qui n'ont pas de budget ou alors qui ne sont pas matures d'un point de vue digital. Je pense par exemple aux artisans nichés, ça peut être le domaine de l'art par exemple, ça peut être les surf camps, bref, tous ces milieux-là qui n'ont pas forcément de budget potentiellement, attention. Et parce que t'as d'autres milieux, d'autres secteurs qui sont plus développés, qui ont plus d'argent et qui, idéalement, sont beaucoup plus matures d'un point de vue digital. Concernant les agences, je te conseille de viser minimum 10 employés au sein de l'agence. Ok, on a clarifié les cibles, maintenant, comment on passe à l'action? Et par la suite, il faut se nicher. Donc t'as 2 manières de te nicher, c'est soit tu le fais d'une manière verticale, donc tu vas choisir un secteur, c'est-à-dire par exemple, ok, moi en tant que media buyer, j'accompagne seulement les skincare, donc les e-commerce skincare qui vendent des produits de beauté par exemple. Et sinon, tu as la méthode horizontale où tu restes plutôt ouvert, c'est-à-dire que tu vas accompagner les e-commerce en général, mais seulement sur Meta Ads ou sur Google Ads ou une autre plateforme. Pourquoi c'est important de se nicher? Parce qu'en fait, c'est une manière très rapide d'émerger et une manière aussi très rapide d'engranger de la donnée et de la connaissance. Par exemple, demain, tu accompagnes 1 voire 2 entreprises de skincare. Si demain, tu vas prospecter et rencontrer d'autres entreprises de skincare, tu vas déjà connaître toutes les problématiques, les besoins, savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc tu gagnes un temps de fou, tu passes pour un expert très rapidement et donc tu peux augmenter tes prix très rapidement. Qui plus est, selon certains secteurs, tu peux te faire un nom assez rapidement. Moi, je me rappelle, on m'avait déjà débauché parce que je m'étais fait un nom dans un secteur. Ensuite, troisième élément, ton offre.
C'est ce qui va être la base de tout le reste pour aller prospecter. Ok, en fait, avec ton offre, ton objectif, ça va être par exemple de dire quelque chose comme ça. Aller chercher plus 50% de ventes en plus dans les 6 mois à venir grâce à Meta Ads et Google Ads. Donc grosso modo, c'est une augmentation des ventes de 100 à 150 par exemple. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est d'accroître le chiffre d'affaires et donc accroître les ventes, tout en gardant un bon retour sur investissement, évidemment. Mais le truc, c'est que si tu dis ce que je viens de te dire là à l'instant, c'est beaucoup trop générique. Alors que si tu dis augmenter vos ventes de 50% grâce à Google Ads et Meta Ads dans l'espace de 6 mois, là, on a des données qui sont chiffrées. On est face à un expert. Si tu te sens pas à l'aise avec le fait de promettre entre guillemets quelque chose, t'es pas obligé de mettre ces chiffres-là. Tu peux tout simplement dire devenez leader de votre marché grâce aux publicités Google et Meta en l'espace de 6 mois. Ça peut être une idée. Ou alors tu peux un peu plus décrire ta méthode avec une méthode chiffrée, une méthode analytique, bref, peu importe. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en fait, ton offre, ce qui est important, c'est ce qui suit. Là, ce qu'on vient de dire, c'est un peu l'objectif. C'est ce qui fait rêver ton client. Mais derrière, il faut aller savoir comment on maximise ses chances de réussite. Donc dans ton offre, ce que tu peux mettre par exemple, c'est ok, on va d'abord faire un audit des comptes. On va d'abord faire une analyse, savoir ce qui se passe pour en tirer des conclusions et savoir où est-ce qu'on va. Donc si tu accompagnes des entreprises sur Meta par exemple, tu vas leur dire d'abord, on va tester les formats publicitaires et des messages publicitaires. Les messages marketing qui vont être employés dans les vidéos ou sur les visuels. Donc ok, première étape avec monsieur je ne sais qui, on va tester les formats, vidéo, images, UGC, unboxing, etc. Et on va tester les différents messages pour savoir ce qui parle le plus à notre cible. Ensuite, dès qu'on a trouvé le format et le meilleur message, qu'est-ce qu'on fait? Avec monsieur je ne sais qui, on va augmenter le budget parce que ça fonctionne techniquement. Donc on augmente, c'est ce qu'on appelle le scaling vertical. On augmente le budget parce qu'on veut plus de ventes. On augmente le budget sur ce qui est existant. Et puis en parallèle, on va tester d'autres choses. On va tester des nouveaux formats, on va tester des nouvelles approches, des nouvelles accroches, on va tester des nouveaux ciblages. C'est ce qu'on appelle du scaling horizontal. Donc on pourrait très bien par exemple reprendre ce qui fonctionne, comme le format et le message marketing qu'on a validé, pour pouvoir aller plus loin, tester d'autres variantes. Donc ça peut être une partie de ton offre, ce qui constitue donc ta méthode. Ensuite, il y a autre chose très important aussi à détailler, c'est comment ça se passe avec toi. Quels sont tes process? Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes absolument, c'est comment minimiser l'effort côté client. Parce que ton client, s'il bosse avec toi, c'est qu'il n'a pas envie de passer du temps sur ses publicités en ligne. Il n'a pas envie de faire ça. Donc dans ton offre, tu pourrais très bien proposer un appel toutes les semaines de 30 minutes par exemple. On va voir les chiffres, je vais lui expliquer comment ça se passe, comment j'optimise, ce qui marche et ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, bref. C'est mon taf de média buyer en fait pour gérer et optimiser les publicités en ligne. Je dois rendre des comptes à mon client quand même. Tu peux aussi dire par exemple pour fluidifier les échanges, on peut discuter sur WhatsApp, sur Slack, sur Teams ou sur n'importe quelle autre plateforme. Tu peux également proposer un point tous les trimestres pour faire un point sur la stratégie. Bref. C'est tes process, c'est ta méthode, mais c'est aussi une manière de montrer à ton client comment tu vas lui rendre des comptes, comment ça va se passer avec toi, parce qu'il a besoin d'être rassuré quand même. Pourquoi? Parce que tu vas gérer son budget marketing, une partie du moins. Et donc il a besoin de clarté, il a besoin de transparence, il a besoin de savoir ce qui se passe avec son budget. Qu'on fait des ventes, on fait pas de ventes, qu'est-ce qu'on diffuse, quel est le message. Donc voilà, donc ça peut être une méthode parmi tant d'autres, ça peut être ton offre. Après, grosso modo, la question qui revient souvent, c'est ok d'accord, maintenant on fait comment pour facturer? Comment ça se passe? Écoute, c'est très simple. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tout ce que je te partage là, c'est tout ce que j'ai fait moi en tant que freelance media buyer. Donc je te donne vraiment toutes les coulisses pour que tu puisses te lancer à ton compte. Donc la facturation. Première facture, on appelle ça une facture de frais de setup. C'est une facture d'installation, c'est la création de campagne, c'est la mise en place du tracking, etc. Bref, c'est pour commencer la collaboration si tu veux. Grosso modo, la facture, elle se situe entre 500 et 1000 euros. Ça va surtout dépendre du nombre de choses à faire, de la charge de travail. Et ensuite, deuxième facture qui va suivre la première, parce que la première étant en one shot, c'est juste une facture. La deuxième, c'est le forfait. C'est la gestion et l'optimisation. Et donc, tu vas facturer un client, par exemple, 1000 euros par mois, tous les mois, pour tout ce que je viens de t'indiquer précédemment. Tester les formats, les messages, le scaling, augmenter le budget, gérer les publicités en ligne, les optimiser, bref, tout ça. Et on arrive maintenant au tout dernier élément pour savoir comment on se lance en tant que freelance media buyer. Ce dernier élément, c'est l'action. C'est comment on passe à l'action. Là, on a vu plein de choses, on a toutes les bases. En l'espace de quelques minutes, t'as beaucoup de choses. Maintenant, c'est comment on actionne tout ça. Première de toutes les choses à faire, c'est tu t'inscris sur Malte et tu te fais un bon profil LinkedIn, s'il te plaît. C'est le b.a-ba. Alors je te dis ça, moi j'avais même pas un bon profil LinkedIn à l'époque, mais je l'ai regretté à un moment donné. Tu peux également, si tu en as envie, poster sur LinkedIn parce que ça va renforcer ta vitrine et ta crédibilité. C'est bien beau de s'inscrire sur Malte, mais il faut savoir aussi optimiser son profil Malte. Tous mes élèves, on passe du temps dessus pour optimiser les profils Malte, et si d'ailleurs tu vas sur la plateforme et que tu tapes freelance media buyer, Facebook Ads, Google Ads, tu vas forcément trouver l'un de mes élèves. Pourquoi c'est très important d'optimiser son profil Malte? Parce que tu peux trouver beaucoup de clients grâce à ça. Pareil sur LinkedIn, si tu postes, ça va vraiment t'aider d'avoir un bon profil LinkedIn. Deuxième élément pour actionner tout ça, c'est le réseau. Et oui, parfois on l'oublie, mais le réseau, il est ultra important. Le réseau qu'il y a autour de toi, donc ta famille, tes amis, tes anciens collègues, mais aussi le réseau que tu peux aller développer. Et ça, pour moi, ça a été le truc le plus puissant. Si tu veux savoir mon top 3 en termes d'acquisition client, ça a été 1, le réseau, 2, ça a été Malte, 3, ça a été les collectifs de freelance, et je vais y arriver. 4, prospection. Donc ton réseau, tu peux l'utiliser, donc tu vas le cartographier. Pour ça, je te conseille de faire un système de notation basé sur 2 variables. La première, c'est la proximité. Donc est-ce que cette personne est proche de toi?
d'un point de vue relationnel évidemment. Et la deuxième variable, c'est le pouvoir. Est-ce que cette personne occupe un rôle important dans une entreprise? Est-ce qu'elle peut te déclencher des opportunités? Sur ces deux variables, tu les notes sur 10, et évidemment, plus la note est haute, plus la personne est intéressante. Et donc la personne qui va être proche de toi et qui a du pouvoir, tu vas la contacter en premier. Ensuite, ton réseau pour le développer, c'est assez simple. Va dans des coworking, va dans des meet-up, va dans des after-work pour freelance. Rejoins également des collectifs, comme je te l'ai dit. Moi, ça a été mon top 3 en termes d'acquisition client. Et n'oublie pas une chose, n'hésite pas à faire des partenariats. Des freelances qui ont un domaine, un secteur, une compétence complémentaire à ton domaine, eux, ils peuvent t'apporter aussi des clients. Quelqu'un qui fait des sites internet, quelqu'un qui fait des créations visuelles pour la publicité. Plein de personnes comme ça peuvent t'apporter des clients. Tu as aussi le média buyer qui est plus expérimenté, qui potentiellement a trop de demandes et donc il doit déléguer. C'est un peu comme une agence aussi finalement. Et donc on arrive sur le dernier élément que je te conseille d'actionner, c'est ce qu'on appelle évidemment la prospection. Alors selon la niche, tu vas pas forcément prospecter de la même manière et pas forcément au même endroit. Tu as grosso modo 3 canaux d'acquisition qui sont intéressants, tu vas avoir LinkedIn évidemment, Instagram et mail. Je te conseille d'actionner ces 3 là, et essaye l'un des 3, ça va dépendre de ta niche. Si tu es par exemple sur du coach, infopreneur, bref, des personnes qui sont assez actives sur les réseaux sociaux, Instagram peut être vraiment intéressant. Là où si tu vas plutôt aller chercher des entreprises plus corporate, des e-commerce, des entreprises un peu plus classiques qu'on connaît tous, LinkedIn sera plus intéressant. Les mails également. Et après, petit bonus, si jamais t'es chaud, tu peux appeler. C'est ce qu'on appelle du cold calling. Tu fais de la prospection téléphonique. Ça pour le coup, j'en ai jamais fait, donc je peux pas te le recommander, mais apparemment ça marche plutôt bien. Bon allez les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que surtout tout ce qu'on a vu ensemble t'aide énormément, parce que c'est le but. Tout ce que je viens de te dire là, c'est ce que j'ai mis en place moi en tant que freelance pour faire 3-4 000 euros facile à côté de mon job, et ensuite c'est ce qui m'a permis de faire 10 000 euros par mois. Donc si tu appliques tout ça, évidemment tu vas pouvoir t'en sortir. Par contre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une vidéo YouTube qui va pouvoir t'aider. Donc c'est pour ça que j'ai développé un accompagnement qui s'appelle Shape Room. Je te l'ai déjà présenté, t'as un bootcamp, t'as une communauté, t'as des formations en ligne, des quiz, des exercices, du coaching, on a même des jeux de rôle, t'as des fiches recap pour tout, t'apprends aussi à trouver tes clients, poser ton offre, prospecter, gérer tes appels de vente, bref, tout de A à Z pour te lancer en tant que freelance media buyer avec sérénité. Et ensuite dans Shape Room, dès que tu as ton premier client, donc dès que tu as fini la partie formation dans le bootcamp, tu rejoins notre communauté où tu continues d'avoir des formations, du coaching et on organise plein d'événements, des coworking, des co-living, des rencontres, etc. Et dis-toi que tout ça, ça va se développer. Là, on en est qu'au début. Si t'es intéressé, je te laisse cliquer sur le lien en description et sinon tu connais la chanson, tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager, ça me donne de la force et ça donne aussi de la force à mes freelances qui sont dans la communauté. Ce sera tout pour moi et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao.